toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver dans ce bel écrin du Conservatoire Arthur Honegger pour la suite de nos conférences scientifiques du jour, des conférences qui sont placées sous le signe de l'équilibre, je le rappelle. Ça tombe bien puisque là, on va s'intéresser à celui de l'eau en compagnie de nos deux invités. Édouard Kirli, qui est ici présent, professeur à l'université Pierre et Marie Curie. On peut évidemment l'applaudir bien fort, naturellement. Et on peut aussi applaudir très fort son acolyte, le physicien Jean-Michel Courty. Je vois qu'il y a de l'ambiance. Messieurs, je crois qu'il est temps pour moi de vous passer le relais. Vous allez mettre l'eau dans tous ses états. À vous de jouer. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler des équilibres de l'eau. Et on va quand même un petit avertissement avant de commencer. Dans toutes ces expériences-là, on va faire des transferts thermiques, on va chauffer, on va refroidir, etc. Et c'est notoirement long par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir sur scène. Comme quand on fait de l'équilibre en mécanique, où c'est instantané. Oui, ou comme là dans votre cuisine, vous le savez bien, ça prend toujours plusieurs minutes pour avoir de l'eau chaude, etc. Donc ne soyez pas surpris. Des fois, on se met à lancer une expérience qu'on explique genre 10 minutes plus tard parce qu'il a fallu que ça chauffe, etc. Le deuxième point, c'est on travaille avec les moyens du bord, c'est très bien, ça nous suffit, mais on n'est pas dans un laboratoire. Donc il y a des choses que vous avez peut-être appris dans vos cours de physique et que vous vous attendez à retrouver ici aujourd'hui même. Ne soyez pas déçus. Si nous, on ne trouve pas exactement 0 degré Celsius, 0,0000 pour l'équilibre de l'eau et de la glace, on est dans des conditions un peu bizarres, les récipients, on ne sait pas s'il y a des impuretés, etc. Ne soyez pas surpris de ça, qu'il y ait ces petits écarts, ils sont tout naturels, ils disparaîtraient si on travaillait de façon professionnelle au sein d'un laboratoire. Et on va commencer tout de suite en essayant de comprendre ce qui se passe avec la glace et l'eau. Jean-Michel, c'est parti. Alors, pour commencer, on a besoin de préparer deux choses. À la fois, on va mettre, première expérience, de l'eau dans la glace. Et puis ensuite, pour la suite, j'ai besoin, vous voyez ici que j'ai un bécher parfaitement propre dans lequel je vais mettre de la glace. La cuvette de glace, elle est dehors. Ok. Je vais la chercher. Donc, Édouard va chercher la cuvette de glace. Donc l'idée, c'est pour l'instant de s'intéresser à la glace. Donc on va mettre un mélange d'eau et de glace. Comme vous savez, c'est 0 degré. Et puis ensuite, on va chercher à voir ce qui se passe quand on le chauffe. Donc on a là-bas la plaque chauffante. Donc dans un premier temps, je prépare en mettant de la glace ici, en rajoutant un petit peu d'eau pour le contact thermique. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est prêt. On va le mettre de côté. Et puis, on regardera tout à l'heure ce qui s'est passé. Bien. Maintenant, deuxième récipient. Alors là, maintenant, pour favoriser le contact thermique, on a besoin de glace pilée. Parce que les glaçons, ça fond, mais pas très vite. Donc, allez, hop, de la glace pilée. Voilà. Hop. Tiens. Édouard, merci. À laquelle je rajoute de l'eau. Alors voilà, c'est standard. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'été, machin, je veux un bon granité. Voilà. Donc, on ajoute et on mesure la température. Donc là, maintenant, petit thermomètre, toujours bien agité. Alors, ce que vous voyez bien dans la salle, a priori, c'est bon. L'indication de la température. C'est sur ce cadran ici. Vous voyez qu'elle est en train de chuter. On n'est plus qu'à 5 degrés. Donc ça, c'est la température du morceau de métal qui a... Voilà, 2, ah, quand oui, même, ça voilà. ralentit. Bon, allez, 1 degré, 4 degrés. Et maintenant que j'ai ça, on va aller placer ce bécher sur la plaque chauffante. Qu'est-ce qu'on fait? On amène la plaque chauffante ici, peut-être c'est mieux.
Pour avec le thermomètre. Non, je brancherai le Non, thermomètre on va là-bas. la- on va le dé- Non, on va le laisser et moi je vais regarder avec la voilà. caméra thermique. La Donc, caméra thermique, c'est un instrument qui nous permet, grâce à la lumière qu'émettent les corps lorsqu'ils ils ont une certaine température. Alors, sans le capuchon, c'est mieux. Donc déjà, je vais vérifier, Jean-Michel, si tu permets. Donc, on bascule sur la caméra thermique, s'il vous plaît. Donc Voilà. par-dessus. Voilà. Je fais le zoom, et là, vous regardez. Voilà, il est à environ 1 degré. Hein. Donc, vous voyez que c'est moins d'1 degré. Vous avez vu, il y a Voilà. une espèce de petit viseur, et où à l'endroit du viseur, c'est la température du mélange. C'est typiquement de l'ordre de 1 degré. Voilà. Alors maintenant, on va allumer la plaque chauffante et on va faire chauffer notre glace. Hop. Alors, Donc vous le voyez, hein, la plaque, elle chauffe. Hein. Elle va chauffer tout de suite. Vous voyez, on est déjà à 27-28 degrés. Ça continue, 30. Il n'y a pas de doute, c'est une plaque électrique. et on triche pas, hein, parce que on pourrait vous dire, regardez, on met sur la plaque, il se passe rien. Non, non. 35 On degrés. chauffe vraiment. Voilà. On chauffe vraiment. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe pour le mélange. Eh bien, vous voyez que les mélanges, pour l'instant, ils ne bougent pas. Ils restent à 1 degré. Alors, si on avait un peu plus de temps, ce que l'on ferait, c'est qu'on mettrait de l'eau à température ambiante que l'on ferait chauffer. Vous savez le résultat, c'est ce qui se passe dans la cuisine. La température de l'eau va s'élever. Et là, vous verrez que même sur une période de 1 minute, comme on est en train de le faire ici, il n'y aurait aucun problème. On s'apercevrait que l'eau à l'ambiante sur une plaque électrique chauffe. Ici, ça fait déjà beaucoup plus d'1 minute que nous chauffons notre bécher avec ce mélange aux glaces et à notre... alors je ne vais pas dire notre grande surprise parce que vous savez tous le résultat. On s'aperçoit que tant qu'il reste de la glace avec de l'eau, on a beau chauffer, la température, vous voyez, elle est quasiment à 0. En Et pourtant, revanche- je chauffe. En revanche, comme vous pouvez le constater, il commence à y avoir déjà moins de glace dans le récipient. Donc en fait, il ne se passe pas rien. Mais toute l'énergie qu'on apporte ne sert pas à élever la température, mais juste à transformer la glace en eau. Bon, on va arrêter là, ce chauffage. Et d'ailleurs, Jean-Michel, ça me fait penser à quelque chose. Si on a besoin d'énergie pour chauffer la glace, cela veut dire que quand l'eau gèle, elle prélève de l'énergie à son environnement. Eh bien, cette propriété, elle est utilisée, par exemple, dans les vignes, par les vignerons. Lorsqu'il y a une suspicion de gel pendant la nuit, ce que vous faites, c'est que vous arrosez vos vignes avec de l'eau. Si jamais ça gèle, cette eau-là va commencer à geler, et donc elle va prélever, elle va, que je me trompe pas, non, elle va dégager de l'énergie, puisqu'elle gèle. Donc, elle gèle, on lui a prélevé de l'énergie, elle l'a donc libérée à l'extérieur, et ça va maintenir vos vignes à une température qui est tout juste à 0 degré, ce qui les empêche de geler. Donc ça, c'est un procédé assez curieux, hein, de se dire qu'on met un bac d'eau, et le fait qu'il gèle dégage de l'énergie. On peut regarder ce que ça fait. Ça vous fait 100 watts si vous voulez geler 1 kg d'eau par heure. Donc c'est quand même considérable, ça peut prévenir ce genre d'accident. Donc, ce qu'Edouard vient de vous dire, c'est que quand on transforme de l'eau en glace, ça libère de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je... Donc là, on a fait solidifier de l'eau. Qu'est-ce qui se passe si je force de la glace à fondre? Alors là, la première manière que j'ai fait, c'est j'ai dit je vais apporter de l'énergie. J'apporte de l'énergie, ça fait fondre. Mais maintenant, il y a une manière de faire fondre la glace sans apporter d'énergie, c'est d'ajouter du sel. On sait très bien qu'en fait, que l'eau salée gèle à une température bien inférieure à 0 degré. C'est pour ça que quand on veut dégeler les routes l'hiver, on va mettre du sel. Alors maintenant, j'ai ici ma glace. Vous voyez la température
On est à 0,2 degrés et je vais rajouter du gros sel. Alors, t'oublies pas de touiller. Non mais faut en mettre quoi. Hein. Oui, oui. Alors, et regardez, c'est -1, on commence à avoir des temps -1 degré. Vas-y Jean-Michel, touille. -2 degrés. Ah là 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 là, -3 degrés. Je crois que le paquet de sel va y passer. Hein. Ah, on est déjà à -5 degrés. Alors, je vais en verser une partie. Oui, parce que là, ça déborde. La deuxième cuvette. Il n'a pas bien préparé cette manip. Hein. Il n'a pas bien lu les consignes. Et vous voyez, c'est étonnant. Le sel force la glace à geler, la glace à fondre. Si la glace fond, c'est qu'elle prélève de l'énergie à son environnement, donc ça fait baisser la température de l'eau liquide qui reste. Allez, on y croit. Allez, non mais c'est bon. -7 degrés. -8 degrés. -8 degrés, sans congélateur. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a -8 degrés? Ben voilà, on fait des sorbets. C'est comme ça qu'on faisait les sorbets dans l'ancien temps. La glace était conservée, prélevée l'hiver. Diapo, s'il vous plaît. Elle était prélevée l'hiver avec la glace qu'on trouvait dehors, mise dans des glacières, donc des grands bâtiments dans lesquels on conservait la glace. Et ensuite, quand on voulait fabriquer des sorbets, eh bien, on prenait cette glace, on rajoutait du sel, ça fait baisser -7, -10 degrés, on peut faire. Et grâce à ça, on peut faire de délicieux sorbets. C'est ce que l'on voit ici. Bon, vous connaissez l'autre application la plus évidente de l'utilisation du sel pour faire fondre de la glace. Hein. C'est pour, justement, pour saler les routes et éviter qu'elles gèlent, ou préventivement. Hein. Et à ce moment-là, vous êtes à peu près certain que, même si vous êtes à -3, -4, -5 degrés, l'eau ne gèlera pas, la surface de la glace, de la route ne sera pas glissante. Et dernière application que je trouve assez amusante, c'est que parfois vous devez faire des travaux publics dans des terrains qui sont assez molles, qui peuvent être par exemple tout près d'une rivière. Et donc vous vous doutez bien que si vous creusez, vous n'arriverez jamais à stabiliser la terre. Donc comment vous faites pour creuser un trou? Eh bien vous gelez le sol. Et pour geler le sol, alors maintenant c'est un peu plus moderne, je me suis rendu compte qu'ils utilisent d'abord de l'azote liquide, hein, et ensuite, parce que l'azote liquide, c'est quand même pas si facile que ça à manipuler, hein, c'est des températures très basses. Ensuite, quand ça a gelé avec l'azote liquide, on entretient avec ce qu'on appelle de la saumure. Hein. Ce mélange d'eau salée et de glace, c'est de la saumure, et donc plutôt de l'eau salée à -0 degré, c'est de la saumure, et on fait circuler cette saumure pour éviter que la température ne remonte. Et ça vous permet donc de faire des travaux publics dans des endroits vraiment où la terre est soit trop humide, soit trop friable. Donc ça, c'est une photo récente, c'est des constructions dans le Grand Paris, hein, des nouvelles lignes de métro. Alors, grâce à ça, on peut faire aussi une petite expérience que vous pouvez faire chez vous. J'ai ici du sel fin. Donc sur les trucs de sel fin, on dit toujours qu'on peut attraper un oiseau en lui versant un petit peu de sel sur la queue. J'ai pas d'oiseau, mais j'ai des glaçons. Donc je vais essayer d'attraper les glaçons avec cette ficelle. Alors, j'ai humidifié la ficelle. Je pose la ficelle sur la surface des glaçons. Alors, on va rajouter de l'eau. Donc évidemment, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'entre ces glaçons quasi transparents et l'eau, pas beaucoup de contraste. Donc il faut positionner la ficelle à la surface des glaçons sans qu'elle soit trop dans l'eau. Et ensuite, on va mettre une pincée de sel. Alors maintenant, caméra thermographie, regardez ce qui se passe quand je verse le sel. Petite pincée de sel ici. Eh bien, sans surprise, vous avez vu, -9 degrés, ça veut dire à l'endroit où Jean-Michel verse le sel, hein, c'est ce qu'on vient de faire, mais là, c'est une petite pincée suffit. À l'endroit où c'est versé, immédiatement, la température va sous 0 degré. Alors maintenant, on prie. On attend un petit peu. Et voilà, la pêche au glaçon.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous l'avez vu, alors vous voyez, j'ai pas versé du sel comme j'avais fait. J'ai pris du sel ici, j'ai mis une petite pincée. Et j'ai mis du sel juste au milieu du glaçon sur la ficelle. À cet endroit-là, la glace fond, ça refroidit. Maintenant, juste à côté, il n'y a pas de sel, il y a de l'eau pure. Il y a la ficelle qui est dans de l'eau pure. Donc comme on a refroidi, au milieu, ça fait geler l'eau qui était sur les côtés. Et à ce moment-là, cette eau qui gèle attrape la ficelle et la colle avec le glaçon, et c'est comme ça que je peux le faire. Donc ça veut dire que quand on le fait, ça demande un minimum d'entraînement, parce que si on met du sel partout, ça fait fondre partout, ça ne tient pas. Si on ne met pas assez de sel, ça ne refroidit pas assez. Donc il faut mettre juste ce qu'il faut de sel et pas partout. Voilà. Mais sinon, c'est quand même un truc qui est assez sympathique. Alors dans ce que tu dis, Jean-Michel, c'est un peu étonnant parce qu'on a toujours l'impression que pour avoir de l'eau à une température inférieure à 0 degré, il faut rajouter du sel. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a des situations que vous connaissez, qui est représentée ici, c'est ce qu'on appelle les pluies verglaçantes. Qu'est-ce que c'est que les pluies verglaçantes? C'est de la pluie, donc ça paraît comme de l'eau liquide, et dès qu'elle se met à toucher un objet solide, ça peut être un arbre, ça peut être des lignes électriques, eh bien elle se met à geler. Et en réalité, on se rend compte que cette eau liquide, elle était déjà à une température inférieure à 0 degré. Et c'est le contact avec le solide qui l'a fait geler. Alors, cette manip-là, ce qu'on appelle avoir de l'eau surfondue, de l'eau liquide sous 0 degré, on peut le faire chez soi. Vous regarderez, il y a plein de tutos sur YouTube. Nous, on va choisir un autre produit qui fait que l'expérience est absolument équivalente, mais plus simple. Ce produit, c'est de l'acétate de sodium. Alors, à ma connaissance, ce n'est pas dangereux pour l'être humain, mais parce que ça sert dans ce qu'on appelle des chaufferettes chimiques. Les chaufferettes chimiques, c'est des petites chaufferettes que vous pouvez utiliser pour vous réchauffer, par exemple si vous faites de la plongée. Ça, c'est un grand classique. Et donc, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est de l'acétate de sodium qui est dans une pochette plastique. Vous voyez que là, l'acétate de sodium, quand je touche, c'est très mou. Et en fait, c'est étonnant, parce que ce que vous disent les livres, c'est que l'acétate de sodium devrait devenir solide à 54 degrés. Et là, on est à 24 degrés, il fait quand même chaud dans cette pièce, et il reste liquide. Donc 20 degrés en dessous de la température de solidification. 30 degrés, 30 Jean-Michel, degrés. Il faut apprendre à compter. Donc, voilà, on a 30 degrés d'écart, c'est pas normal. On devrait être dans l'état solide, on ne l'est pas. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de déclencher le phénomène pour revenir dans l'état solide. Tu es prêt? D'abord, On le montre? Alors, j'espère que vous le verrez d'ici. Vous voyez clairement? Est-ce que vous voyez un truc transparent Là, dans les mains d'Edouard? Voilà. Bon, vous allez voir, il va se passer des choses. Alors, vous voyez, dedans, il y a une petite pastille métallique, je la clique. Clique. Oui. Voilà. Vous voyez une espèce de tache blanche, et ça avance dans toute la pochette de plastique. Ce que je vais faire, je vais vous la passer. Alors, c'est un petit peu mou, c'est pas tout à fait solide, mais en revanche, vous allez bien vous rendre compte que c'est chaud. Et elle s'appelle Reviens la pochette. Voilà. Donc maintenant, on va refaire la même expérience, mais en regardant ce qui se passe avec la caméra de thermographie. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, est-ce que tu me vois? Je te vois. Donc, au départ, vous voyez, la pochette est à l'ambiante. Et maintenant, je vais cliquer. Alors, c'est ici. Je clique. Et regardez. Regardez, vous voyez cette zone? 50 degrés. Et en même temps qu'on a solidification, on a l'échauffement. C'est encore ce que disait Édouard, avec cette histoire de l'eau qu'on met sur les arbres. Quand le liquide se transforme en solide, ça dégage de la chaleur. Là, on peut vraiment le voir, puisque maintenant, on a quelque chose qui est à 51 degrés. Voilà, et le temps que ça solidifie entièrement, ça va continuer à dégager de la chaleur et à vous réchauffer. Alors l'intérêt, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire, si vous le mettez au bain-marie à 60 degrés, le solide va fondre et vous pourrez le réutiliser ultérieurement. C'est pour ça qu'il faudrait appeler ça des chaufferettes physiques et pas des chaufferettes chimiques, parce qu'il n'y a pas de réaction chimique.
Alors, une explication de pourquoi on peut avoir ce qu'on appelle des retards de phase. Pourquoi l'eau, elle ne gèle pas toujours à 0 degré? Ben voilà. Le problème de l'eau liquide, c'est la partie droite de l'écran. C'est très désordonné. L'eau sous forme de glace, c'est la partie gauche de l'écran. C'est extrêmement ordonné. Bien, imaginez que vous ayez un sac d'oranges, voilà, que vous n'avez pas rangé, et que vous le secouez et vous dites « Allez, empile-toi correctement, il faut faire un beau tas d'oranges. » Ben, vous pouvez toujours attendre. Hein. Vous verrez que ce n'est pas très facile. Bien sûr, vous, ce que vous faites, c'est que vous commencez par placer bien vos oranges et à les empiler, et là, vous avez un joli tas. Mais spontanément, ça n'arrive jamais. Pour arriver, vous êtes obligé d'avoir un morceau sur lequel l'eau liquide va pouvoir s'organiser et créer de la glace. Si vous n'avez pas ce morceau, eh ben, c'est très difficile en fait ce changement entre l'état liquide désordonné et l'état solide ordonné. Ce morceau, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément de la glace? Non, ça peut être n'importe quel germe, et c'est pour ça que par exemple, dans haute altitude, parfois les avions ils laissent des traînées blanches, eh ben, ça peut être des cristaux de glace parce que justement, ils émettent des impuretés et qui peuvent provoquer à ce moment-là, alors là c'est plutôt de la vapeur d'eau autour de la glace, de la cristallisation. Alors, maintenant que... ah ben voilà, donc on avait parlé de l'eau et de la glace. Maintenant, on voudrait un petit peu parler de vapeur d'eau. Alors cette vapeur d'eau, c'est quoi? Eh bien, en fait, je vous avais montré au début ce bécher qui était parfaitement propre, dans lequel j'ai mis de l'eau et des glaçons. Bien, ce que vous pouvez constater, c'est que sur la paroi du bécher... T'es dans l'ombre, recule. Je suis dans l'ombre. C'est que sur la paroi du bécher, au niveau où il y avait l'eau, eh bien, se sont apparues plein de petites gouttelettes d'eau. L'eau, elle n'était pas là, et il y a de l'eau qui est apparue. En fait, l'eau n'est pas apparue. C'est la vapeur d'eau qu'il y a dans l'air, qui est invisible, qui est venue se condenser en eau. Oui, c'est la vapeur qui s'est condensée en liquide. Donc ça va être un petit peu plus compliqué de faire des expériences avec la vapeur d'eau, parce que l'eau, on la voit, la glace, on la voit, mais la vapeur d'eau, on ne la voit pas. Des fois, ce qu'on appelle vapeur d'eau, c'est le brouillard qui sort, mais sauf que ce n'est pas de la vapeur, c'est du brouillard, c'est de l'eau liquide. La vapeur, elle reste invisible. Donc on va essayer maintenant de vous faire des expériences avec de l'eau et de la vapeur d'eau, mais en n'oubliant pas que cette vapeur d'eau, elle est invisible. Et réciproquement, voilà, là j'ai un banc qui me permet de faire varier la température entre pratiquement 200 degrés et 50 degrés. Alors, est-ce que tu peux regarder avec la caméra? Et ce que je veux faire, c'est que je vais déposer des toutes petites gouttes d'eau sur ce banc. Alors là, je ne mets pas la caméra thermographie, je m'en sers comme caméra en lumière visible. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, on voit quelque chose. Alors, eh ben, on va le mettre d'abord par là. Voilà. Donc là, c'est très chaud. Voilà, je le pose, et sans surprise. Vous avez vu, ça bout tout de suite. On le verra tout à l'heure. C'est de l'ébullition. Remets un petit coup, là. Voilà. T'étais où? J'ai perdu. Là, je suis elle là. Elle est là. T'es prêt? Oui. Là, vous voyez, hop. Ça disparaît instantanément, ça bout. C'est un phénomène auquel on est habitué. Mais je voulais juste vous faire constater que si on a des températures plus basses, donc voilà, on va peut-être attendre un tout petit peu. Je vais mettre à côté. Alors vous voyez, ça ne bout pas. Ça ne bout pas. Donc Jean-Michel, tu me dis s'il se passe quelque chose, tu gardes le plan fixe. Ouais, bon, il y en a beaucoup. Hein. Oui, mais moi j'ai le temps du coup de passer la diapositive suivante. Ce qu'a fait Jean-Michel, donc, ça veut dire en faisant apparaître des petites, des petites gouttelettes d'eau liquide sur la bouteille, en fait c'est exactement ce qui se passe avec la rosée. Parce que la rosée, c'est un phénomène où le matin, la feuille, elle est plus froide que son environnement. Conclusion, on voit apparaître des gouttes d'eau liquide. Et ce qu'on essaie de faire ici, sans succès, mais c'est... Non mais elles ont diminué de taille. Hein. Oui, mais c'est bien. Il faut toujours que quelqu'un soit convaincu. C'est important pour entraider les autres. Donc j'annonce quand même à quoi ça fait penser. Eh ben, en gros, c'est comme les marais salants. Les marais salants, l'eau, elle s'évapore, elle disparaît, et pourtant, vous n'êtes pas obligé de la faire bouillir. C'est ça le message important. On peut avoir de l'évaporation d'eau
avant d'atteindre les 100 degrés que l'on verra tout à l'heure et la grosse ébullition. Hein. C'est quelque chose qui a lieu en réalité. Ça y est, elle est partie la première. Alors, basculez sur la caméra parce que sinon, Voilà. Non, non, vas-y, c'est bon. Ouais. Ah oui, regardez. On voit plus que la petite tache de calcaire de l'eau qu'il y avait dedans. C'est pas très net, mais là, voilà. On voit qu'il n'y en a plus. Bon. Eh bien, conclusion, on vient de montrer que dans l'air qui nous entoure, il y a de la vapeur d'eau qui peut se condenser sur les bouteilles quand on refroidit assez, et réciproquement, de l'eau liquide par terre peut en revanche s'évaporer et se transformer en vapeur qui est totalement invisible. Et là, je vois, regarde Jean-Michel, spoiler alerte. Alors voilà, c'est une manip qu'il faut commencer et qu'on expliquera un petit peu plus tard. En revanche, tu prends la caméra de thermographie. Oui. Donc j'ai ici un appareil qui s'appelle un cryophore de Volaston. Volaston, c'est l'inventeur. Cryophore, cryo comme le froid. C'est un mot, c'est joli. J'adore cette manip à cause du nom. C'est quoi? J'ai ici 2 boules reliées par un tube de verre dans lequel, ici, j'ai de l'eau et autour, on a fait du vide. Ça veut dire que la seule chose qui reste à l'intérieur, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'azote, il n'y a plus que de la vapeur d'eau. Ici, j'ai de l'azote liquide. J'arrive pas à... Non mais mets-toi par là. Tu n'arrives pas à la mettre au point? Oui. Vas-y. Attends, mais il faut... j'ai pas... Hop, là, c'est bon. D'accord. Donc, je vais tremper la boule du bas. Vous voyez, la boule du bas, elle est vide. Hein, d'accord? Je vais tremper cette boule dans l'azote liquide. Pendant ce temps-là, ce que je vous demande, c'est de regarder ce qui se passe. Allez, prends une photo. En visant la boule du haut. Oui, là, c'est bon. On voit qu'elle est à l'ambiance pour l'instant. Hein. Et si je la chauffe, là? Non, Non, elle est à l'ambiance. C'est moi qui ai... Ok. Non, mais ça a effectivement l'air d'être... Voilà, regarde. Ah, voilà, ok. Température ambiante. Alors, attention, je trempe la boule du bas dans l'azote liquide. Regardez, instantanément, j'ai ici une zone qui se refroidit. J'ai trempé la boule dans l'azote liquide, ça le fait bouillir, on discutera de tout ça plus tard, mais vous voyez que ici le tube reste à température ambiante, et ici j'ai une zone qui est très très froide. Et vous pouvez constater, on le voit, hein, surtout si vous êtes au premier rang, c'est liquide à l'intérieur, hein. C'est de l'eau liquide. Voilà, donc maintenant il va falloir attendre un petit peu pour que l'expérience puisse continuer, et on peut passer à la suite. Eh bien moi je vais parler de torchon, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Donc Jean-Michel la caméra, parce que voilà, ici j'ai un torchon sec, quasiment sec. Est-ce que tu peux... Il est à 24 degrés. Voilà, il est quasiment à la température ambiante, c'est normal, ça fait des heures qu'il est là. Et maintenant je reprends le même torchon, mais que j'ai préalablement mouillé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est à 19 degrés. Donc vous voyez que le torchon humide est plus froid que le torchon sec. Et pourtant, il est là depuis le début de la séance. Hein. Il a eu largement le temps de se mettre à température. Bah, ça ne vous étonne pas. Pourquoi est-il plus froid que l'environnement? Parce que qu'est-ce qui se passe avec un torchon humide? Oui. Ah oui, mais pourquoi ça fait froid? Bah, si je mets de l'eau dans une casserole qui est chaude, l'eau elle est chaude. Hein. Alors voilà, il y a de l'évaporation. On a l'eau liquide qui va passer en vapeur. Et ça demande de l'énergie. Donc cette évaporation va refroidir le torchon. Alors ce qu'on pourrait, c'est essayer d'activer l'évaporation. Là, on est à 18 degrés. Édouard, est-ce que tu ne voudrais pas faire tourner la serviette? On va mimer l'effet du vent. Alors pour mimer l'effet du vent, on n'a pas trouvé mieux que de faire ça. Donc de tourner avec énergie le torchon. Voilà, lui, il refroidit, mais moi je chauffe. Allez, on regarde. Alors. Et ben voilà. Ah, ouais, si, 16, 8, 17. Donc on voit qu'on a réussi, en activant l'évaporation, à réduire
à réduire la température. C'est ce qui se passe l'été quand on veut faire sécher des draps. Il faut à la fois qu'il y ait du soleil qui apporte de l'énergie, mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de vent. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le vent, toutes les molécules qui s'évaporent et qui restent à proximité du tissu, eh bien, elles vont empêcher que ça s'évapore vite. Le vent les enlève. Donc dès que ça s'en va, on enlève. Ça s'en va, on enlève. On force l'évaporation. Et donc, on va réussir à refroidir. Alors, le fait que l'eau qui s'évapore refroidit son environnement, ça a une utilisation. Ce que vous voyez à... Ah zut, il faut que je me mette de votre côté. Donc à gauche, pour vous, c'est une amphore. Et une amphore, c'est fait dans un matériau poreux qui permet d'évaporer. On ne s'en rend pas compte, mais les parois sont légèrement humides. Donc si vous mettez un liquide dans une amphore, il peut s'évaporer à travers toute la surface de l'amphore, et puisque ça s'évapore, ça refroidit l'intérieur. Donc ça vous évite d'avoir votre liquide, du vin par exemple, à température ambiante. Ce que l'on gagne en température, c'est pas énorme, hein, c'est une dizaine de degrés. Il ne faut pas croire que c'est un super frigo, mais il n'empêche. C'est 10 degrés de gagné, quand il fait 30 et que vous buvez une boisson à 20, eh bien vous le sentez, hein, ça vous rafraîchit réellement. Et même principe pour ce qui figure cette fois-ci à droite, c'est le Canary Pot. Hein, c'est comment peut-on, entre guillemets, refroidir lorsque l'on est au Sahara ou dans des climats extrêmement chauds, qu'on n'a pas d'électricité. Eh bien, vous avez vu, vous avez deux récipients l'un dans l'autre, et ici du sable. Et ce que vous faites, c'est que vous mouillez le sable. Vous mouillez le sable, l'eau s'évapore, conclusion, ça va refroidir ce qu'il y a à l'intérieur. Même principe, pas forcément de beaucoup de degrés, mais assez pour conserver, par exemple, des légumes au frais pendant un certain temps. Bien sûr, cette évaporation, elle a des conséquences que vous connaissez tous, en fait. C'est que quand on sort de la douche, eh bien, on a froid. Ça, et quand il y a du vent, c'est encore pire. Hein. Donc, on a vraiment l'impression qu'il fait extrêmement froid. Alors, pourquoi? On peut se demander, mais pourquoi, finalement, il y a ces questions d'énergie qui interviennent? Eh bien, je vais essayer de regarder ce qui se passe à l'échelle microscopique. L'eau, c'est H2O. Hein, donc 2 hydrogènes, 1 oxygène, c'est une molécule. Ce qu'on appelle température à notre échelle, à l'échelle microscopique, c'est juste l'agitation des molécules d'eau dans tous les sens. C'est leur vitesse, quelque part. Donc, elles s'agitent dans tous les sens, elles sont frénétiquement agitées. Parmi toutes ces molécules, il y en a qui sont un peu plus rapides que les autres. Et elles sont suffisamment rapides pour vaincre les forces qui maintiennent finalement les molécules d'eau ensemble. Imaginez, je lance une balle de tennis en l'air, elle va retomber parce que je la lance pas assez vite. Je lance un avion dans l'air, il va aussi retomber sur Terre. Pourtant, il va déjà, lui, à 1000 km/h. Mais si j'envoie une fusée suffisamment vite, à 11 km par seconde, eh bien, je sais que je vais pouvoir quitter l'attraction terrestre. Eh bien, c'est la même chose avec les molécules. Si elles sont suffisamment rapides, elles peuvent quitter le liquide et aller vers l'environnement. Conclusion, celles qui s'échappent, c'est les plus rapides, c'est les plus chaudes, cela veut dire que le reste est un peu plus froid. Donc il y a un vrai effet physique, l'évaporation fait partir les molécules les plus rapides, ceux qui restent, elles sont un peu moins rapides, un peu plus froides. Alors, où est-ce qu'on en est de notre cryophore? Alors, on va regarder le cryophore. Tiens, tu prépares la cuvette pour tout à l'heure. Alors, le cryophore, et ben voilà, le cryophore, c'est terminé. Alors, le cryophore... Ouais, je m'étais trompé dans l'orthographe. On redescend. Alors là, il y a plein de choses à voir. Là, comme vous le voyez, le tube, là, il est toujours à température ambiante. Ici, vous voyez quelque chose de blanc. Je vais bien nettoyer l'extérieur. D'accord? Vous voyez que quand je nettoie l'extérieur, je n'enlève rien. En fait, ce que vous voyez, c'est la vapeur d'eau qui s'est condensée directement en cristaux de glace. Donc en fait, dès qu'il y a un petit peu d'eau ici, cette eau se condense en glace. Si la vapeur d'eau se condense, ça veut dire que la pression diminue. Si la pression diminue ici, ça veut dire qu'elle diminue aussi là. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève la vapeur d'eau?
je vais forcer l'eau à s'évaporer. L'eau ici s'est évaporée lentement. On a vu que l'évaporation, ça refroidit. Et c'est ce qui s'est passé au début de l'expérience, quand en fait, vous avez vu que quand on a plongé dans l'azote, ça s'est refroidi instantanément. Bien, ça a continué à refroidir, et ça a tellement refroidi qu'en fait, j'ai maintenant, dans ce récipient, de la glace. Vous voyez que j'ai réussi à faire geler de l'eau ici, en plongeant là, et avec un tube qui est tout le temps resté à température ambiante. D'habitude, pour refroidir les choses, il faut conduire la chaleur. Et bien là, on ne l'a pas conduit la chaleur, on l'a transportée par l'eau. C'est les molécules d'eau qui, en s'évaporant, je prends de la chaleur ici, et en se condensant ici, je redonne la chaleur en bas. Et j'ai donc une conduction de chaleur extrêmement efficace, et qui est en fait un type de transport de chaleur qui sont utilisés dans les ordinateurs. Vous avez des petits tubes qui s'appellent les caloducs, qui sont des petits trucs de cuivre. On a l'impression que c'est plein, eh bien non. En fait, ce sont des petits tubes à l'intérieur duquel il y a un vide et il y a un petit peu d'eau. Et vous avez l'eau qui va s'évaporer d'un côté, se condenser de l'autre, etc. Ça conduit la chaleur 10 fois mieux que le cuivre. Donc ça, c'était le cryophore de Wollaston. Bien. Alors maintenant, on continue, et vous voyez que là, dans le cryophore de Wollaston, j'avais dit que j'avais fait du vide, j'avais pompé. Est-ce que nous, on a une pompe? Comment on va pouvoir faire du vide et n'avoir que de la vapeur d'eau? Eh bien, en fait, ce qu'il faut, c'est chauffer pour arriver ici à ébullition. Ça veut dire quoi, l'ébullition? Ça veut dire qu'il peut se former des bulles. Dans les bulles, on a de la vapeur d'eau. Et si les bulles peuvent grossir, ça veut dire que la pression dans la bulle est plus grande que la pression qui appuie sur l'eau. La pression qui appuie sur l'eau, c'est la pression atmosphérique. Donc en fait, à 100 degrés, c'est la température pour laquelle la pression dans les bulles de gaz, de vapeur d'eau, est d'une atmosphère. Alors maintenant, si on monte en altitude, la pression qui appuie sur le liquide est moins importante. Alors je vois qu'il y a un spoiler alerte, hein, donc je vais lancer ma cocotte. Ouais, voilà. Bon, j'ai une cocotte minute. C'est une ancienne cocotte minute, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça ressemble plus aux cocottes actuelles. Est-ce qu'on l'a mis à fond? Non, elle n'est absolument pas à fond, là. Voilà. Je la lance à fond. Alors, cette cocotte minute, elle est quand même un peu bizarre. On l'a percée, donc ne faites jamais ça. Hein. Il faut être habilité pour percer une cocotte minute. Hein. Et pour qu'elle reste étanche, ou en tout cas, qu'elle n'explose pas, qu'elle ne vous explose pas la figure quand vous la mettez sur le feu. Donc elle a été percée de telle sorte qu'on peut mesurer à l'intérieur de la cocotte non seulement sa température, la température alors de la vapeur, parce que le capteur de température est tout en haut, donc là vous voyez que je suis à 74 degrés, et le capteur de pression qui lui ne s'allume pas. Alors là, je ne sais pas pourquoi, pourquoi il ne s'allume pas. Eh bien, ça nous fera... S'il y a le petit bouton derrière, là, t'as fait on-off? Je sais pas. Oh, ben voilà. Donc, première chose, quand ça marche pas, on vérifie que c'est bien branché. Mais quand ça se branche pas, on vérifie que... Non, c'est pas nous. Non, excusez-moi, mais parce qu'avec tous ces trucs, dès qu'il y a un bruit... Si c'est pas branché, on vérifie qu'on a agité le bouton on-off. Alors, juste, je monte. Tu peux me passer en numérique, en image. Oui. Je vais vous montrer les valeurs actuelles de ma cocotte minute. Ah oui, on va utiliser la caméra en caméra visible. Voilà. Comme ça, on sera tous d'accord. Tiens, vas-y. Là, c'est bon, c'est de la longueur. J'espère. Là, donc vous voyez, 1040. Donc je pense que c'est... Une atmosphère. Oui, 1,04 bar. Et ici, c'est en température, c'est 78,3 degrés Celsius. Je suis quand même étonné que ça ne fonctionne pas, mon baromètre. On va voir. Si, mais là, ça chauffe. Hein. Allez. Bien. Alors, pendant ce temps-là, j'avais mis de l'eau chaude dans ce ballon. Cette eau, vous voyez qu'elle bout, elle bout, elle bout, elle bout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dégage beaucoup de vapeur d'eau. Une vapeur d'eau qui, dans les bulles, a une pression d'une atmosphère, la même pression que l'atmosphère. Donc, progressivement, la vapeur d'eau va remplacer l'air qu'il y avait dans le ballon. Je pense qu'on a attendu suffisamment longtemps.
suffisamment longtemps pour que la vapeur d'eau ait totalement remplacé l'air qui est à l'intérieur. Donc j'ai pas pompé, mais j'ai réussi à enlever tout l'air en faisant de la vapeur d'eau à une atmosphère. Alors si je mets le bouchon par-dessus, bah, si j'appuie dessus, ça va sauter vu qu'il y a la vapeur d'eau qu'il fait. Donc là, j'éteins. Hop. Ensuite, là, on maintient le bouchon. On va enlever le truc qui tient. Voilà. Hop. On va poser et voilà. Et on attend un petit peu. Et vous voyez que maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de l'eau et à l'intérieur, moi je vous dis que j'ai de la vapeur d'eau. Alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? Eh bien, on va verser de l'eau froide sur ce récipient. Vous voyez bien l'intérieur ? Allez, on verse de l'eau. Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur ? Il y a l'eau qui se met à bouillir. On recommence. Un peu plus d'eau. Tout le monde voit, même au fond ? Vous vous rendez compte, je fais bouillir de l'eau en la refroidissant. C'est pas génial la physique ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, on fait la même chose que ce qu'on avait fait dans le cryophore de Volaston, mais de manière plus rapide. Là, avec l'eau, Édouard force la vapeur d'eau à se condenser sur les parois du ballon. Et une fois que l'eau se condense dans les parois du ballon, ça réduit la pression. Comme ça réduit la pression, ça réduit la température d'ébullition. Et donc, je peux avoir de l'eau qui bout à une température qui maintenant doit être à peu près de l'ordre de 60 degrés. Voilà, donc c'est l'expérience qui s'appelle l'expérience du bouillon de Franklin. Où vous voyez que je fais bouillir de l'eau en refroidissant le récipient. Voilà, ben, j'en peux plus là. Bon, voilà, ben, on va s'arrêter. Vous voyez, ça continue à bouillir. Alors, jusqu'où ça peut durer ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, l'eau elle va être arrivée à température ambiante. Donc, on verse l'eau, on ne va pas la refroidir. Alors maintenant, l'eau, la pression, la température a diminué, la pression a diminué. Vous entendez le petit bruit bizarre ? Non, on n'entend rien du tout. Bon, alors, Non, non, je vais le faire. vas-y. Là, ah. D'accord, alors. Ah ben voilà, ah ben voilà. Eh oui, il faut avoir le matériel adéquat. Donc, là, on est dans une situation, on a de l'eau liquide en équilibre avec sa vapeur d'eau, il n'y a rien d'autre. Donc, on a compris qu'à 100 degrés, cet équilibre n'était possible qu'avec une pression de vapeur de 1 atmosphère. C'est pour ça que les grosses bulles existent. À plus basse température, la pression elle est aussi plus basse. Et il se trouve que quand on regarde quelle est la pression d'équilibre entre la vapeur et l'eau à température ambiante, c'est 1/40e d'atmosphère. C'est très peu. C'est presque du vide. Conclusion, cet instrument-là, c'est ce qu'on appelle un marteau d'eau. Dedans, il y a de l'eau liquide et en équilibre avec sa vapeur. Il n'y a absolument rien d'autre, ça a été conçu comme ça. Et voilà ce qui se passe, c'est que quand j'agite, puisqu'il n'y a pratiquement pas de pression, c'est comme si l'eau retombait en chute libre. Elle n'est pas freinée par l'air. Et c'est pour ça qu'elle arrive à taper à ce point au fond de mon bâton. C'est parce qu'elle est vraiment en chute libre. Et ça fait ce bruit caractéristique. J'ai le même tube, mais ici, on n'a pas fait le vide à l'intérieur. Juste pour vous montrer la différence. Je secoue, bah ça fait ce que vous attendez. Hein. Ici, il y a de la vapeur d'eau, donc ça ne peut pas faire de cavitation. Et quand je renverse, je suis obligé de faire remonter l'eau avec les bulles. Voilà. Donc c'est pour vraiment montrer la différence avec le vide. Alors là, pendant ce temps-là, Édouard, est-ce qu'il se passe des choses avec le cocotor ? Absolument pas, je crois que... Il est bien fermé ? Ben oui, Bon. je crains que le capteur de pression ne soit pas à la hauteur. Voilà. Bon, alors, pendant ce temps-là... Et c'est tant mieux parce que je crains qu'on Voilà. arrive déjà pratiquement à Alors, la fin. comme ça, j'ai le temps de faire la dernière expérience. Voilà. J'ai ici des canettes de soda. C'est des canettes qui ont été bues, qui ont été lavées. À l'intérieur de chacune des canettes, j'ai mis 2 cuillères à café d'eau. C'est important. Ces canettes... T'as pas besoin de ça, hein. Bah si.
Tu le mets dedans? Bah oui. Alors t'as pas besoin de ça. Non. Bon. Donc là, ça chauffe. Bon. Première fois que j'ai essayé de faire l'expérience, j'avais vu sur YouTube et tout ça, une demi-journée sans que ça marche. Bon. Pourquoi? J'avais mis trop d'eau. Ça mettait trop de temps. Donc on met 2 cuillères à café d'eau sur la plaque chauffante. Ah, on écoute. Vous entendez pas? Mais moi j'entends, ça chante. Oh putain. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah les cheveux qu'on brûlait. Et on prend des risques pour vous, hein, quand même. Hein. Oh putain. C'est le meilleur effet de la conférence. Wow. Ça va? Bon, bah regarde ça. Comme quoi, la science, ça va, c'est bon. quand même réservé aux cascadeurs, hein, sachez-le, quand même. Bon, et vous voyez que pour éteindre, hein, paf, 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 on tape. Bon, donc, on se tient les cheveux ou on les attache. Oui, j'entends. Ça chante, Ça crépite. donc ça crépite. Donc maintenant, je vais prendre la canette. Hop, et je vais la retourner. Bon, il me faut l'autre gant parce que... Là. Hop, je prends la canette. Ah 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 ah! Regardez la canette. Totalement compressée. Allez, on recommence, j'adore. Putain. Eh, je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Hein. Attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'avais de la vapeur d'eau à 100 degrés, 1 atmosphère. Je refroidis à température ambiante. Édouard vous a dit, à température ambiante, la pression, c'est 1/40 d'atmosphère. Ça veut dire que j'ai en fait quasiment du vide à l'intérieur, une atmosphère à l'extérieur. Ça fait une force de quelques dizaines de kilos qui écrase la canette. Ça va tellement vite que c'est même pas la peine de boucher la canette pour le faire. L'eau n'a pas le temps de remonter à l'intérieur que c'est croché. Allez, la dernière. Alors voilà, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai attendu trop longtemps. Toute l'eau s'est évaporée. Et donc, si l'eau s'évapore, cela veut dire que l'air peut de nouveau rentrer à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus ce flux de vapeur d'eau qui s'échappe en permanence. Donc, on va bientôt s'arrêter. Ma cocotte, c'est un échec. Bon, mon capteur de pression ne tient pas la route. Juste une remarque. Ce que l'on voit ici, hein, qu'on a tendance à dire, c'est de la vapeur. Attention, ce n'est absolument pas de la vapeur d'eau que l'on est en train de bah, regarder. en fait, elle n'est pas bien fermée, quoi. Oui, la vapeur, elle part de tous les côtés. Oui, Quoi. elle part de tous les côtés. Je suis même pas capable de fermer une cocotte minute. Donc, ce que l'on voit, c'est de la vapeur d'eau qui se condense et qui forme des micro-coudelets parce qu'elle sort dans un environnement qui est plus froid. Donc, en fait, ce n'est rien d'autre que du brouillard. Le brouillard, ce sont des micro-coudelets d'eau. Et ces micro-gouttelettes d'eau, elles dispersent la lumière et ça donne cet aspect laiteux qui est absolument caractéristique. Donc attention, si c'est visible, ce n'est pas de la vapeur, ce sont des micro-gouttelettes d'eau. Jean-Michel lui insiste, il n'aime pas finir sur un échec. Bon, bah, voilà, j'ai fini sur un échec. C'est pas grave, on peut quand même vous applaudir bien fort tous les deux. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez donné de votre personne quand même là pour ces expériences. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. À titre personnel, moi, je verrai plus jamais mes pâtes bouillir de la même manière. Ça, c'est une certitude. Avant de passer à vos questions, puisque j'imagine que vous devez en avoir quelques-unes, moi, j'ai 1 ou 2 questions à vous poser à tous les deux. Ça va, vous êtes bien remis? C'est bon, c'est bon. C'est bon, les émotions sont passées? Non, mais c'est bon, c'est Edouard qui va répondre. Ah bah c'est parfait. Petite question, alors j'ai cru comprendre que l'eau était la seule substance qui, dans son état solide, pouvait flotter dans son état liquide. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors, il y en a deux ou trois autres. Non, il y en a d'autres. Il y a le bismuth, je crois qu'il y a le bismuth. Le bismuth. Au moins. Et puis 2-3 autres qui le font. Alors je crois qu'il y a le silicium, mais ils font à des températures tellement élevées que pour nous, ça n'a aucune conséquence. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer qu'un glaçon puisse flotter sur l'eau? Bah vas-y, Edouard. Eh bien parce que quand les molécules d'eau s'organisent en glace, en fait, cette organisation les éloigne des unes des autres. Parce que
cette organisation permet de bien positionner. Alors, moi, je suis une molécule d'eau, oxygène, 2 hydrogènes. Et ce qui se passe, c'est que dans la glace, mon hydrogène va bien viser l'oxygène de la molécule d'eau voisine. Voilà. Et en fait, quand on fait ça, Je me sens bien visé là. il se trouve que ça prend plus de place que quand c'est un petit peu n'importe comment. Hein. Les C'est-à-dire, molécules d'eau, elles peuvent s'imbriquer les unes dans les voilà. autres. Quand je bouge dans tous les sens, vous voyez qu'il y a des moments où mon hydrogène, lui, il n'est pas près de votre tête, pas près de votre oxygène. Donc, en fait, on peut se rapprocher plus. Donc, c'est tout à fait étonnant. Hein. Dans l'eau, le gel de l'eau fait que, eh bien, la glace se dilate. Vous le savez, hein, il ne faut jamais mettre une bouteille pleine d'eau au congélateur. Si vous faites ça, vous risquez de faire éclater votre bouteille. Et c'est une conséquence qui est quand même extrêmement importante pour la vie sur Terre. C'est que quand l'eau baisse en température, quand elle arrive pratiquement au point où elle va geler, la glace, elle reste au-dessus. Sinon, elle irait au fond, hein, au fond de la mer. Et une fois qu'elle est au fond, elle ne refondrait pas. Donc en fait, on aurait oui. plein de glace et un petit peu d'eau au-dessus. Sauf qu'en plus que la glace, c'est très isolant. Donc le fait d'avoir des couches de glace au-dessus des océans évite finalement que l'eau en dessous ne gèle parce qu'il faut énormément de temps, hein, quand la couche est bien formée, pour avoir un transfert thermique entre l'atmosphère, qui peut être très 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 froide, et l'eau qui reste sous votre couche de glace. Et c'est comme ça qu'on peut avoir de la vie dans le lac Baïkal, qui est un lac qui est gelé une bonne partie de l'année. Mais en fait, la surface est gelée et en dessous, il y a suffisamment de profondeur pour avoir la vie qui continue. Très bien. Alors, autre petite question avant de vous céder la parole et de faire circuler le micro. J'ai cru comprendre, en faisant des petites recherches naturelles, que l'eau pouvait être à la fois dans un état solide et dans un état liquide. Je crois qu'on appelle ça l'eau hyperionique, si je ne dis pas de bêtises. Comment on peut expliquer ça? Je ne connaissais pas, mais merci de m'avoir posé la question avant. J'ai eu le temps de me renseigner. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est habitué à voir l'eau, la glace, la vapeur d'eau. Il se trouve que la glace, il y a une organisation que vous a montré Edouard, mais en fait, on peut avoir des organisations qui sont différentes. On s'appelle la glace 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et c'est des glaces dans lesquelles les molécules d'eau ne sont pas forcément organisées pareil, elles n'ont pas forcément la même densité, mais on les obtient en fonction de la pression, dans des pressions différentes, des températures, etc. Il se trouve que cet état particulier, c'est quand on fait de l'eau avec des pressions considérables et des très très hautes températures. Où là, à ce moment-là, le fait qu'on ait beaucoup de pression, ça fait qu'on va avoir quelque chose qui va quand même être relativement ordonné, comme dans la glace, mais la haute température fait qu'on va continuer à être un peu liquide. D'accord. Merci pour cette explication complémentaire. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux invités? Je vois que les doigts se lèvent très très vite. Le micro va arriver après. Alors j'ai une question. On t'écoute. Est-ce que c'était vrai quand vos cheveux ils ont brûlé ou ça faisait partie de la comédie? Ah non, c'était pas de la comédie là. Sincèrement, j'ai flippé, oui. Non, on répète ça depuis des semaines, ce passage. J'ai une question. La poule elle a foutu. Oui, et bien vu. En fait, vous voyez que là, dans mon cryophore, le temps qu'on discute, ici, ça a fondu. Alors, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ça a fondu en bas. En bas, j'ai plus les petits cristaux. Et vous voyez que j'ai de l'eau. Alors qu'au début, c'était vide. Ça veut dire que pour refroidir ça et le faire geler, il a fallu transporter toute cette quantité d'eau ici. Donc en fait, on a le transport de chaleur, mais transport de matière. Et là, on peut le voir, vous voyez, c'est pas négligeable ce qu'on a transformé comme eau, qui s'est évaporé ici et condensé là. Autre question? C'était par rapport à la nécessité de l'eau pour la vie. Donc je vois les dauphins, il y en a, ils sortent de l'eau pour prendre de l'air. Donc ils ont besoin d'air. Mais vous dites qu'en dessous d'un lac gelé, il y a la vie. Mais est-ce qu'il y a de l'air en dessous de ce lac gelé? Donc est-ce que l'air est nécessaire ou l'eau peut suffire à la vie? Il y a toujours de l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Hein. Voilà. Les poissons, de toute façon, eux, ils sortent pas de l'eau et ils récupèrent l'oxygène dissous. Donc ça veut dire que quand c'est très froid, il y a peu d'oxygène dissous, la vie est très lente.
mais c'est possible. Moi, j'ai une question à poser. C'est quoi l'azote liquide? Bonne bien, question, tiens. L'azote liquide, c'est l'azote. Donc, vous savez que l'air est constitué à 80% d'azote et 20% d'oxygène. L'azote liquide, c'est quand on a conservé uniquement l'azote et qu'on a énormément refroidi. Donc, j'espère que Roland ne s'est pas trompé ce matin. Il disait que les températures de l'azote liquide, c'est moins 200 degrés Celsius. Moins 200. Ouais, Voilà. c'est 77 cas. Donc, Oui, ouais. donc ça veut dire que c'est extrêmement froid. C'est des températures qu'on ne peut pas atteindre même naturellement sur Terre. C'est vraiment extrêmement froid. Donc c'est juste de l'azote dont on a diminué la température jusqu'à ce qu'il se transforme en liquide, comme comme la vapeur d'eau se transforme en glace. Et moi non plus j'ai horreur de l'échec, donc j'ai relancé ma cocotte minute. Et là je l'entends crépiter, c'est trop génial. Voilà, et je vous dirai qu'est-ce qui se passe dans ma cocotte minute après une autre question. C'était pour dire que la séance était très bien. Ah, alors ça, c'est pas une question, c'est un compliment, mais il Merci. faut le prendre, il faut l'accueillir. Bravo à vous. Merci. Et si vous en voulez plus, il y a une chaîne YouTube. Merci la physique, qui est ma chaîne YouTube. Le Alors, message est passé. J'en profite quand même Ça marche pour vous pas. expliquer. Là, je peux en une minute expliquer la cocotte minute. Allez, une petite minute. Est-ce que tu as la caméra Oui. qu'on puisse en graphique? L'intérêt de la cocotte minute, c'est ce que vous allez voir maintenant. Là, vous voyez, la soupape est en train de tourner parce que c'est une sécurité. C'est une sécurité, c'est-à-dire que quand la pression à l'intérieur de la cocotte minute atteint 1,6 bar, donc 1,6 atmosphères, eh bien ça libère la vapeur qui est à l'intérieur. Donc en tournant, vous avez vu, c'est comme avec le bouillon de Franklin, j'ai pu évacuer tout l'air à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a plus que de l'eau liquide et de la vapeur. Mais voilà, la pression est à 1,6 bar, mais le point important, c'est ce qu'il y a en dessous. La température, elle est à 114 degrés. Sinon, vous n'avez pas moyen de mettre de l'eau à plus de 100 degrés. C'est impossible si vous gardez la pression atmosphérique. Pour que l'eau liquide soit à des températures plus élevées que 100, vous êtes obligé de la maintenir sous pression. Voilà. Donc ici, la cocotte minute, c'est le principe. On se débrouille pour que l'eau liquide soit sous pression. Et à ce moment-là, la vapeur et l'eau liquide, elles sont des températures qui sont beaucoup plus élevées. Et pour vous donner un ordre de grandeur, quand on gagne à peu près 10 degrés en température, ça vous fait une cuisson qui est 2 fois plus rapide. Donc là, on est à peu près certain qu'on arrive à une cuisson qui est 3 fois plus rapide, juste parce que la température dans ma cocotte minute est plus élevée. On va s'arrêter là. Le truc amusant, c'est que 114 degrés. Ah non, mais pourquoi t'as bloqué la soupe? Non, c'est vas-y. Alors, c'est pas grave. Non, tu voulais que faire avec le... Non, vas-y, on a vu l'essentiel. Ce que l'on peut s'amuser à faire, en revanche, alors je sais pas si c'est recommandé. Non, mais là, pour l'instant, regarde. Attention aux l'instant- expériences dangereuses. On a déjà l'instant- eu notre content. Vous voyez que je fais baisser la pression. Et ben vous voyez qu'en même temps que la pression baisse, la température baisse. La température baisse alors que je continue à chauffer. Ah là là là. Oh, D'accord. oh, oh. Pourquoi? Parce que quand j'ai enlevé la Ça soupape, fonctionne vraiment j'ai pas. beaucoup plus d'évaporation, donc ça refroidit. Et maintenant, on va prendre un dernier risque. Alors vraiment, peut-être une dernière question ensuite, et on posez s'arrêtera. la question et on prend le... Alors, une dernière question. Et après, on va Qui veut mettre se lancer? Derrière toi, t'en as pas posé, je crois. C'est quoi votre chaîne YouTube? Alors, le nom de la chaîne YouTube, s'il vous plaît, messieurs. Merci la physique. Merci la physique. D'accord, monsieur, je vais noter ça, je vais m'abonner. Voilà, ça c'est dit. Une dernière, puisque celle-ci était relativement brève. Je t'en prie, vas-y. Comment on fait pour avoir des marteaux d'eau? Moi, je m'occupe de la collection d'expériences de démonstration de mon université. Donc j'en avais un qui était très vieux. Et puis il se trouve que dans mon laboratoire, j'ai un souffleur de verre. Et un souffleur de verre qui en plus est capable de souffler du verre en pompant le gaz qui est à l'intérieur des tuyaux. Donc en fait, il a fabriqué ce tube, il a mis de l'eau, il a pompé avec sa pompe, et en continuant à pomper, il a scellé le verre
de manière à ce que la pression reste faible. Donc ça ne se trouve pas vraiment dans le commerce, quoi, ce genre de Non, choses. ça ne se trouve pas dans le commerce. Très bien. Voilà, donc vous voyez, on est redescendu à 100 degrés. Édouard, Oui. si vous voulez terminer, ce Allez, sera on le y mot de va. la fin. Allez, on y va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger la cocotte minute dans de la glace. J'espère que tout va bien se passer. Voilà. Donc, c'est pas élégant hein, comme manip. Hein. Voilà. Et puis, on va y aller franco. Hein. C'est le Allez, moment l'azote de- liquide, tiens, ouais. Allez. Je vais on va- chercher l'azote. Tiens, prends la caméra, Edouard. On va mettre un petit peu d'azote liquide. Bon, faites pas ça chez vous. Hein. Une fois de plus. Alors, verse dessus. Waouh. Et tu vois, c'est dur, hein. C'est dur à refroidir, hein. Et c'est dingue, hein. Bon, on vous libère. Bravo à tous les deux, en tout cas. Merci beaucoup. C'était très spectaculaire comme dernier effet. On peut vous applaudir, vraiment. Merci beaucoup pour cet investissement sans faille. C'était génial.